Du petit bobo à la maladie chronique, en passant par les accidents, nous sommes tous concernés, à un moment ou un autre, par le sujet de la santé. Que ce soit en posant un petit pansement sur un genou écorché, ou lorsqu'une intervention lourde est planifiée, les dispositifs médicaux ainsi que les médicaments sont incontournables dans nos vies. Si nous avons pour beaucoup d'entre nous bien intégré les enjeux carbone et énergie pour nos déplacements ou notre habitation, le sujet de la santé, lui, reste beaucoup plus flou. Quel impact énergétique se cache derrière l'utilisation d'un petit pansement ? Quel est le poids carbone d'une consultation à l'hôpital ? Peut-on vraiment agir sans que la qualité des soins ne soit impactée, en particulier dans un contexte où les risques de pandémie augmentent ? Pour nous aider à y voir plus clair sur ce sujet, nous vous proposons dans le podcast Time to Shift, qui éclaire les enjeux de décarbonation, d'enfiler les lunettes du Shift Project pour 2 épisodes, en nous intéressant en particulier à 2 rapports sur la décarbonation des industries de la santé parus en 2025. Pour ce premier épisode, nous recevons aujourd'hui Baptiste Verneuil, ingénieur de projet santé et expert des dispositifs médicaux au Shift Project. Bonjour Baptiste. Bonjour. Pour commencer, de quelle façon considère-t-on aujourd'hui que santé et climat sont liés ? Alors, merci beaucoup pour votre invitation. Effectivement, santé et climat sont intrinsèquement liés et ça, on le montre dans toutes nos productions, tous nos travaux. Alors déjà, il faut bien voir que le système de santé, c'est pas uniquement des pansements. Le système de santé, c'est aussi des déplacements de patients, des déplacements de professionnels de santé qui se rendent à leur lieu de travail, qui se rendent au domicile des personnes prises en charge. Le système de santé, c'est aussi des bâtiments qui sont construits, c'est aussi des repas qui sont servis à l'hôpital. Bref, en fait, le secteur de la santé, ça mobilise tous les autres secteurs économiques français. Et pour chacune de ces activités-là, on va avoir des consommations indirectes, souvent, d'énergie fossile. Quand on va manger un steak frites à l'hôpital, on va pas émettre de gaz à effet de serre en mangeant le steak frites. Par contre, on va émettre des émissions de gaz à effet de serre lors de la production de ce steak frites, en mobilisant un système agroalimentaire, des engrais azotés pour faire pousser du blé, par exemple, de l'essence pour faire tourner les engins agricoles ou pour transporter les aliments jusqu'à l'hôpital. Quand on va consommer un médicament, de la même manière, on va mobiliser des industries pétrochimiques, des industries de chimie fine, pour produire justement ces médicaments. Et donc, on ne voit pas forcément ce qui se passe en amont, mais les émissions de gaz à effet de serre et les consommations d'énergie fossile sont bien là. Et elles sont là tout le temps, quelles que soient les activités du secteur de la santé. On a l'habitude de dire au Shift que si on n'a plus de pétrole, on n'a plus de médicaments. Donc, en fait, toutes les activités sont liées. Et d'ailleurs, de l'autre côté, on a des impacts du climat sur le secteur de la santé lui-même. Notamment avec des augmentations de certaines pathologies, un développement, par exemple, des maladies liées aux moustiques, comme la dengue, développement des coups de chaleur avec plusieurs milliers de décès par an liés aux vagues de chaleur, et les infrastructures du système de santé sont aussi touchées. Chaque année, on a des chambres d'hôpitaux qui dépassent les 35 degrés, et donc ça induit des surplus de mortalité. Donc en fait, on a un sujet d'atténuation au changement climatique de la part du secteur de la santé, puisqu'on consomme beaucoup d'énergie fossile, et on a un sujet d'adaptation également, puisque le secteur est confronté lui-même aux conséquences du changement climatique. Sans compter en plus les risques de pandémie qui sont beaucoup dans les médias dernièrement, mais sur lesquels le changement climatique pourrait aussi avoir un impact, il me semble. Alors, si on va un peu plus dans le détail, aujourd'hui, le secteur de la santé, qu'est-ce qu'il représente en termes de poids énergétique ou de poids carbone pour la France ? Alors, le secteur de la santé, quand on le considère dans son ensemble, c'est à peu près 8% des émissions de gaz à effet de serre nationales. 8%, c'est beaucoup, c'est plus que le secteur aérien, par exemple, qui est autour de 5%. C'est plus que le secteur du numérique, c'est plus que le secteur textile. 8%, c'est beaucoup, et c'est pas si étonnant que ça. En fait, le secteur de la santé, c'est à peu près 10% du PIB ou 12% des emplois. On est sur les mêmes ordres de grandeur. Et c'est beaucoup aussi, étant donné que la France doit décarboner ses émissions de gaz à effet de serre de 80% d'ici 2050 pour respecter l'accord de Paris. Donc on va avoir du mal à baisser de 80% sans toucher à ces 8%-là. Et quand on regarde un peu plus en détail, ces 8%, on a à peu près la moitié qui proviennent de la production des médicaments, des dispositifs médicaux nécessaires aux consommations françaises. Donc, c'est des émissions qui ont notamment lieu dans les industries qui servent à produire
ces médicaments, ces dispositifs médicaux. On a également des émissions de gaz à effet de serre qui vont servir pour les bâtiments, déjà pour leur construction et ensuite pour le chauffage, la climatisation, la ventilation. À titre d'exemple, si on prend juste les hôpitaux, ces derniers représentent 45 millions de mètres carrés en surface équivalente, donc c'est à peu près autant que la ville de Lyon. Donc autant que la ville de Lyon qu'il faut chauffer, ventiler et climatiser. Climatiser d'ailleurs de plus en plus. Donc d'où des consommations énergétiques qui sont importantes, à la fois en électricité mais aussi en gaz et parfois en fioul. On a des transports, comme j'ai mentionné, à peu près 400 000 tours de la Terre en équivalent juste pour les personnes qui vont à la pharmacie d'officine chercher leurs médicaments. Et ça, donc, c'est juste une fraction des déplacements induits par le système de santé. On a des repas servis à l'hôpital. On a 1,5 milliard de repas servis dans le secteur de la santé. Donc, en plus de repas en restauration collective qui induisent plus de gâchis et plus d'emballage. Bref, toutes ces activités-là induisent des émissions de gaz à effet de serre et c'est dans ces ensembles de catégories d'émissions qu'il va falloir décarboner. Donc effectivement, 8% c'est beaucoup. Pour autant, le secteur de la santé est très fragile aujourd'hui, avec des situations économiques qui sont parfois extrêmement tendues, notamment dans les hôpitaux. Est-ce que dans ce contexte, on peut vraiment se dire que l'énergie et le climat, c'est la priorité ? Alors effectivement, le contexte est particulier dans le secteur de la santé. Le secteur est fragilisé. Chaque année, les établissements publics sont déficitaires. Et c'est encore plus vrai pour le médico-social, notamment dans le secteur du grand âge et du handicap. Pour autant, nous, on pense aux chiffres que jouer sur la décarbonation est vraiment prioritaire parce qu'en fait, ça va avoir des effets de long terme très importants et ça, on peut le voir dès maintenant. Par exemple, en hiver 2022, avec l'augmentation du prix du gaz, très important lié à la crise russo-ukrainienne, on a eu des établissements qui ont eu leurs factures énergétiques qui l'ont vu exploser. Et on a beaucoup d'EHPAD, par exemple, qui ont failli mettre la clé sous la porte à cause de ces augmentations de factures énergétiques et qui ont été sauvés par le bouclier tarifaire mis en place spécifique par l'État. Mais ce bouclier tarifaire aurait très bien ne pas pu voir le jour. Et donc, on aurait des établissements qui auraient mis la clé sous la porte. Autre exemple plus récent, avec la crise liée à la guerre entre les États-Unis et l'Iran, on a une augmentation des prix du pétrole. Et ça se répercute directement sur les déplacements, par exemple, des professionnels qui interviennent à domicile, notamment de tournées des infirmiers, par exemple, qui voient leurs factures liées au déplacement augmenter. Et ça induit au fait que en fait, des déplacements deviennent plus rentables. Ça coûte plus cher pour les professionnels de santé de se rendre aux patients qui habitent loin que la compensation financière qu'ils vont recevoir par l'assurance maladie. Donc potentiellement, on va avoir des personnes qui ne vont plus pouvoir accéder aux soins. Et ce qu'on observe, c'est que les établissements ou les professionnels qui sont préparés à ces impacts, par exemple en passant au véhicule électrique ou par exemple en changeant son système de chauffage au gaz vers des systèmes de pompe à chaleur ou en isolant ses bâtiments, vont avoir des impacts bien plus faibles, d'où justement l'intérêt de s'intéresser à la question en termes de souveraineté énergétique, mais aussi en termes de souveraineté sanitaire pour pouvoir continuer à pouvoir assurer la pérennité des soins. Loin d'être un poids supplémentaire, travailler sur la décarbonation, ça peut aussi rendre plus robuste le système de santé dans son ensemble. Et ça peut alléger les factures aussi. Alors aujourd'hui, effectivement, le tableau est un peu compliqué. On a évoqué le cas du système de santé et des personnes soignantes en itinérance. On sait aussi que la situation, elle va évoluer plutôt vers une hausse des besoins. C'est bien ça ? Oui, complètement. On a une augmentation très forte qui est prévue des besoins du système de santé. En tout cas, si rien ne change, on a une augmentation tendancielle des prises en charge. La cause principale, c'est le vieillissement de la population. Et donc qui induit une augmentation de certaines maladies chroniques, en tout cas, ou des consommations en produits de santé, en médicaments. Il faut savoir qu'on consomme une grande partie des médicaments à partir de 60 ans, et que les personnes de plus de 60 ans consomment en moyenne 8 médicaments. Donc ça paraît des chiffres très élevés. Donc le vieillissement de la population induit une augmentation du recours au système de soins très forte. On a une augmentation prévue, en tout cas des besoins en place en EHPAD, qui va être très importante également. Et à cela s'ajoutent les risques liés au changement climatique, puisque le changement climatique, comme je l'ai rapidement mentionné, va induire justement des augmentations de certaines pathologies, et justement en plus sur des périodes très courtes, parfois on va avoir une augmentation très ponctuelle des recours aux soins pendant les vagues de chaleur, par exemple. Et on peut également penser à plein d'impacts sur la santé mentale, par exemple, qui est de plus en plus documentée lors des vagues de chaleur, à certaines augmentations de maladies vectorielles, infectieuses, également des développements de pandémies également
comme on a pu le voir, alors qui ne sont pas toutes liées au changement climatique, loin de là. Mais en tout cas, le changement climatique va induire justement des déplacements d'espèces et va pouvoir contribuer à augmenter les probabilités de ce genre d'événement. Donc on comprend bien l'importance de ne pas négliger la décarbonation du système de santé. Du coup, pour travailler sur ce sujet, comment est-ce que l'équipe du Shift Project s'est organisée ? Est-ce que vous avez fait des immersions en revêtant des blouses d'infirmiers pour aller au plus près du sujet ? Alors, on peut le faire, mais c'est assez rare de vêtir des blouses d'infirmiers. Et en fait, pour la bonne raison qu'on n'est pas infirmier, et on n'est pas médecin, on n'est pas pharmacien, on n'est pas kinésithérapeute. Au Shift, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on s'entoure de shifters, souvent, donc de bénévoles qui nous aident et qui sont très compétents et qui sont partout. Et c'est très pratique parce qu'en fait, quand on a besoin d'un contact infirmière libérale pour nous aider à modéliser et à planifier et à imaginer comment cette profession pourrait se transformer dans le futur, en fait, on a des shifters qui sont prêts à nous aider, à nous expliquer comment concrètement ça marche. Et c'est un peu notre manière de fonctionner. On s'entoure de personnes compétentes, déjà via les shifters et puis aussi via tout un tas de partenariats. On est en partenariat avec l'assurance maladie, avec différents hôpitaux avec qui on a des contacts très réguliers. Et en fait, on évolue dans un écosystème du secteur de la santé qui va vraiment évoluer en coopération avec le Shift Project. Donc oui, on a beaucoup d'acteurs, vous n'avez pas été les seuls, mais ça permet aussi de mettre en convergence les réflexions. Et si on s'intéresse en particulier au sujet des dispositifs médicaux, de quoi est-ce qu'on parle exactement ? Est-ce que c'est les paires de lunettes, les plâtres, autre chose ? Alors effectivement, on a évoqué plusieurs fois le sujet des dispositifs médicaux. Quand on parle de dispositifs médicaux, on parle de tous les objets ou les équipements qui vont servir à diagnostiquer, à traiter ou à prévenir une maladie. Et donc c'est extrêmement large en fait. On peut en avoir sur le nez, quand par exemple des lunettes. On peut en avoir dans le corps humain avec des implants cardiaques par exemple. On parle aussi des équipements lourds, des IRM, des scanners qui vont être à l'hôpital. On peut parler de produits chimiques qui vont servir à diagnostiquer des pathologies dans les laboratoires de biologie, par exemple. On peut parler de dispositifs purement numériques, des logiciels de détection d'anomalies, par exemple, dans l'imagerie médicale. Et enfin, on peut parler évidemment de tous les dispositifs médicaux qui sont consommés massivement, notamment en établissement de santé, que sont les gants à usage unique, les masques qu'on a vus pendant le Covid, les fameux masques, mais aussi les seringues, les poches à perfusion, etc. Il y en a une belle quantité. Alors spontanément, dans ce que tu viens d'évoquer, on pourrait penser que c'est surtout les grosses machines, comme les IRM ou les scanners, qui représentent le plus gros impact. Est-ce que c'est bien le cas ? Alors en fait, quand on fait des calculs d'empreinte carbone, on s'aperçoit que celle-ci, elle dépend de deux variables. La première, ça va être le volume d'une activité ou d'un produit consommé, donc à quel point on en consomme beaucoup. Et le second, c'est l'intensité carbone, c'est-à-dire à quel point chaque produit consommé induit des émissions de gaz à effet de serre. Et en fait, on va avoir deux cas. Dans certains cas, on va avoir un volume très fort d'un produit. Par exemple, des gants à usage unique, on en consomme 4 milliards par an en France dans le secteur de la santé, donc c'est gigantesque. Chaque produit n'est pas forcément extrêmement carboné, mais en fait, on va avoir une quantité tellement élevée qu'au final, les émissions de gaz à effet de serre vont être importantes. De l'autre côté, l'autre opposé, ça va être des volumes moins importants, mais chaque produit induit des émissions assez fortes. Par exemple, pour produire un IRM, il faut à peu près 300 000 sous-traitants qui vont chacun fabriquer des petites pièces ou des petits, en tout cas réaliser des activités nécessaires à la production. 300 000 sous-traitants qui vont être impliqués. En fait, produire un IRM et le faire fonctionner ensuite, puisque ça consomme beaucoup d'électricité, c'est assez carboné. Donc ça, c'est l'autre extrême. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on n'a pas une catégorie de dispositifs médicaux qui prend le dessus sur les autres. En fait, vraiment, chacune a son rôle à jouer dans la décarbonation. Effectivement, ça donne une grande diversité de cas de figure. Est-ce que du côté du contenu carbone, des émissions de gaz à effet de serre, on peut faire davantage de généralité ? Est-ce qu'on peut identifier en particulier où ont lieu ces émissions de gaz à effet de serre, peut-être au sein des établissements de soins en eux-mêmes ? Non, celles-ci, elles ont plutôt lieu en amont, notamment via tout ce qu'on ne voit pas. Ce qu'on voit souvent, ce que les professionnels de santé voient, c'est souvent les emballages, c'est souvent les déchets qui s'accumulent. Par contre, ce qu'on ne voit pas, c'est tout ce qui a lieu dans les sites de production industrielle. Et ici, en fait, on parle de chaînes industrielles qui sont complexes et qui sont mondialisées. Par exemple, si on regarde la production de Kazakh, donc les Kazakhs, c'est les blouses qu'utilisent les chirurgiens et elles sont souvent à usage unique. Quand on regarde
leur production, on s'aperçoit que 97% de celles-ci ont lieu en Chine et en Asie du Sud-Est. Donc en fait, on a des chaînes de valeur qui sont mondialisées et la plupart des émissions de gaz à effet de serre, en fait, elles vont venir de l'amont. Déjà, elles viennent souvent des matières premières qui vont servir à produire les dispositifs médicaux. Autrement dit, par exemple, si on produit une seringue, en fait, les émissions, elles sont souvent lieu pour produire le plastique qui va servir à produire la seringue. Et donc, pour un fabricant de dispositifs médicaux, en fait, ça va correspondre aux émissions induites par son fournisseur de plastique. Et en fait, il faut remonter ces chaînes de valeur pour calculer les émissions de gaz à effet de serre. Et ça induit justement le fait que c'est pas si facile que ça de décarboner les émissions de gaz à effet de serre parce qu'il faut impliquer toute la chaîne de valeur qui d'ailleurs souvent est mondialisée. Et donc avec une chaîne de valeur mondialisée et avec les fortes tensions géopolitiques qu'on connaît, quels impacts cette situation de mondialisation a sur le système de santé et notamment sur ce sujet du plastique ? Alors sur le sujet du plastique, on a une particularité du système de santé, c'est que le secteur de la santé a besoin de plastique vierge, en tout cas dans beaucoup de cas. Si on veut continuer à utiliser en 2050 des seringues, a priori, il y a peu de chances qu'on passe aux seringues en verre réutilisable, comme c'était le cas il y a 100 ans. Non, a priori, on va continuer de réutiliser des seringues en plastique et en plus, pour des raisons d'hygiène, on ne peut pas utiliser des seringues en plastique recyclées pour des raisons de qualité. Et donc, on va continuer à avoir besoin de plastique vierge. Et là, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'avec le blocage des trois d'Ormuz, on a moins de pétrole qui arrive sur le marché. Et donc, on peut avoir des tensions en approvisionnement de pétrole. Et ça pourrait se répercuter dans la disponibilité du plastique et donc, in fine, de dispositifs médicaux. Et donc, on a un vrai besoin justement d'agir pour ça. Et là, on a deux solutions. La première, ça peut être de limiter les usages non pertinents. Par exemple, on sait qu'il y a à peu près 2/3 des gants médicaux utilisés en EHPAD qui ne suivent pas les recommandations. En fait, on a tendance à mettre des gants tout le temps et des fois, ça ne sert pas forcément à quelque chose. Autre exemple, quand on va chez le médecin généraliste en ville, souvent, il ne met pas de gants. Et quand on y va à l'hôpital, souvent, il met des gants. Et a priori, ils font plutôt la même chose. Donc, on peut jouer sur la pertinence de certains usages, on peut jouer sur limiter l'usage unique et adopter un usage plus fréquent du réutilisable, notamment par exemple pour les instruments en chirurgie. Et également, on peut aussi limiter toutes les autres consommations de pétrole qu'on a. Par exemple, si on arrête d'utiliser du pétrole dans les véhicules thermiques, ça fera plus de pétrole pour produire des seringues. Donc, on peut avoir un débat sociétal sur où est-ce qu'on priorise les usages du pétrole. Peut-être que les usages en santé sont prioritaires parmi d'autres usages. Ouais, donc on comprend bien pourquoi les rapports publiés l'an dernier s'appellent « Décarbonons les industries de la santé ». L'enjeu principal, il est vraiment sur cette partie fabrication, sur cette partie amont, même si, comme tu viens de le dire, via les usages, via les priorités qu'on se donne, on peut aussi contribuer à la décarbonation. Alors, si on reste sur le sujet des industries, sur quel point en particulier les entreprises, les industriels peuvent-ils agir ? Alors nous, on a modélisé justement à quel point les industries pouvaient agir et ce qu'on a modélisé par le calcul, c'est que potentiellement, elles pouvaient décarboner de plus de 70% en mettant en place les leviers qu'on a identifiés. Et l'autre résultat, c'est que toutes les industries sont concernées. C'est pas uniquement les industries des gants ou des seringues qui doivent décarboner. C'est pas uniquement les industries des IRM qui doivent décarboner. C'est que toutes doivent être impliquées. Et d'ailleurs, y compris la partie R&D, par exemple, et y compris la partie corporative. Donc, ça va être toutes les activités de marketing, du réglementaire. Tout ça doit être impliqué. Sinon, on n'arrive pas justement à une décarbonation de plus de 70% qu'on a identifié. Et les solutions, elles sont très variées. En fait, on ne décarbone pas de manière évidente une seringue comme on décarbone un IRM. Et donc, les solutions, elles peuvent aller, par exemple, de l'allongement de la durée de vie d'équipement à une électrification des sites de production industrielle ou encore à des substitutions de matériaux ou des changements d'usage. Alors, c'est une bonne nouvelle de voir qu'il y a une telle réduction, une telle marge de manœuvre possible. Alors justement, si on regarde un peu dans le détail, cette diversité de possibilités de décarboner les dispositifs médicaux, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de ce qu'on pourrait faire sur, par exemple, les lunettes ou d'autres dispositifs ? Avec plaisir. Alors, si on regarde par exemple les lunettes, c'est un cas intéressant parce qu'a priori on le connaît tous. Produire des lunettes, c'est pas si simple que ça, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Par exemple, pour produire un verre optique, c'est pas très gros, c'est pas très volumineux, c'est une dizaine de grammes. En fait, on part de palets qui font eux plutôt 50 grammes et ensuite on taille
ces palets pour arriver à quelque chose de plus fin. Ces palets, souvent, ils sont transportés en avion, ils sont souvent produits en Asie, et on fait la dernière étape de la production dans des sites français. D'ailleurs, on a une industrie française assez forte pour faire justement cette dernière étape. Donc nous, on identifie des marges de manœuvre très fortes là-dessus. On a une marge de décarbonation justement très significative. Par exemple, on peut substituer le fret aérien par du fret maritime lorsque c'est possible. Et nous, on a justement étudié les cas où c'était possible. Et en fait, ils sont majoritaires. On peut également favoriser les produits qui sont intégralement faits en France, notamment la production de ce palais. En fait, on peut la réaliser en France. On a même un site de production qui le réalise déjà. Donc, on peut tout à fait relocaliser. La preuve, c'est possible parce qu'un site le fait déjà. Donc, on peut relocaliser. Et ça passe aussi par les achats, en valorisant, par exemple, des modes de remboursement qui favoriseraient les produits français, par exemple. Et si on prend un autre exemple, comme par exemple les systèmes d'imagerie, quelles seraient les pistes ? Alors, les systèmes d'imagerie, en France, on a une spécificité, c'est leur durée de vie particulièrement courte. En France, un scanner ou un IRM, ça a une durée de vie d'à peu près 6 ans, là où elle est beaucoup plus élevée dans d'autres pays européens. Donc, à première vue, on pourrait dire que c'est étonnant. En fait, cette particularité, elle provient des modalités de remboursement des établissements hospitaliers. Alors, ça va être un peu technique, mais pour faire simple, à chaque acte d'imagerie, les établissements sont dédommagés par l'assurance maladie pour compenser l'investissement initial des équipements. Et au bout de 7 ans, cette compensation, elle va être divisée par 2 parce qu'on considère que ça y est, ils ont remboursé leur équipement. Et donc, les établissements sont encouragés à renouveler avant ce délai de 7 ans leur équipement pour pouvoir percevoir cette compensation à taux plein. D'où justement une durée de vie qui va être plutôt de 6 ans en moyenne. Et en fait, ce levier, il est intéressant parce qu'on peut s'apercevoir qu'en jouant sur une modalité de remboursement finalement purement réglementaire, donc c'est uniquement un mode de financement, on peut décarboner en allongeant la durée de vie pour que celle-ci elle soit plus en ligne avec les besoins réels des professionnels et du diagnostic médical. Mais qu'est-ce qu'on en fait de ces systèmes d'imagerie en général ? Alors soit on s'en débarrasse et on les utilise plus, on les jette, soit des fois même on les vend aux États-Unis parce qu'en fait pour une très grande partie ils fonctionnent encore. Comme quoi on exporte aussi. Donc là c'est 2 exemples qui illustrent bien les différences de levier. Du côté des utilisateurs et notamment donc des patients, qu'est-ce qu'on peut essayer de faire pour contribuer à la décarbonation des dispositifs médicaux ? Alors un grand nombre de leviers qu'on a étudiés sont plutôt à la main soit des industriels, soit des acheteurs, soit des utilisateurs, mais en tant que patient, certains leviers en tout cas peuvent être mis en place. Par exemple, quand on achète une attelle en officine pour une fracture, a priori ça peut être temporaire. On peut favoriser la location plutôt que l'achat. Et donc ça, c'est une manière de produire moins et de réduire l'empreinte carbone de cette attelle très significativement. On peut, quand on achète certains produits, favoriser les produits réalisés en France. C'est le cas pour, par exemple, les lunettes, comme on l'a vu. On peut choisir de favoriser un reconditionnement de certains équipements. Par exemple, souvent dans des pharmacies, on voit des poubelles spéciales où on peut ramener son attelle pour qu'elle puisse être reconditionnée. On peut même acheter des objets qui ont déjà été reconditionnés, comme ça va être le cas prochainement pour les fauteuils roulants. On peut allonger la durée de vie de certains produits, comme les têtes auditives, par exemple, éviter de le renouveler tous les 2 ans quand elles fonctionnent encore et qu'il n'y a pas d'intérêt médical à le faire. Alors une vraie réparation aussi peut-être sur ces dispositifs, ouais. C'est ça, avoir un système de réparation où, comme on le faisait il y a 20 ans, les audioprothésistes puissent réparer ces appareils pour qu'ils fonctionnent encore et en ayant les pièces détachées à leur disposition pour pouvoir le faire, tout à fait. Ce qui serait d'ailleurs une forme intéressante pour valoriser leur métier et leurs compétences. Donc on a encore une fois une large palette pour agir, même si encore une fois, je rappelle qu'une large partie des leviers qu'on identifie sont plutôt à la main, soit des industries, soit des acheteurs. Oui, parce que les mutuelles et les systèmes de remboursement dans leur ensemble peuvent aussi pousser plutôt dans certaines directions par rapport à d'autres. On voit bien qu'on a de nombreux leviers, c'est très encourageant. Quelles sont les prochaines étapes pour avancer sur la décarbonation de ces dispositifs médicaux après ce premier travail réalisé par le Shift Project ? On travaille souvent en 2 temps. La première partie, c'est la phase recherche. On va modéliser, calculer et écrire des gros rapports PDF qui sont souvent très longs. Mais très intéressant. Mais très intéressant, on l'espère. La partie suivante, c'est la partie plaidoyer. On va porter nos travaux et essayer de convaincre les acteurs du secteur d'agir. Et donc là, on a entamé des travaux avec
les différents acteurs du secteur, que ce soit des industriels, les acheteurs, notamment les établissements hospitaliers, mais aussi les législateurs qui peuvent faire évoluer certaines réglementations, et également les utilisateurs que sont les soignants et également les patients. On prolonge aussi ce travail avec notre projet actuel qui porte notamment sur le juste soin. Donc le juste soin, ça va être le soin qui va être adapté et pertinent aux besoins réels des patients. Et par exemple, une bonne manière de faire du juste soin, c'est de ne pas surutiliser des produits de santé non pertinentes, comme on l'a vu. Et donc là, on n'est plus dans la décarbonation des industries, mais plutôt dans les actions qui peuvent être mises en place directement par les soignants, par exemple. Donc c'est un travail qu'on a en cours. Et pour nous aider, on mène également une grande enquête qui s'appelle la grande consultation des professionnels de santé, où l'objectif, c'est d'aller interroger le plus grand nombre possible d'infirmiers, de médecins, de pharmaciens sur les sujets environnementaux, sur leur perception du changement climatique, sur les impacts que cela induit sur leur travail, sur les différentes actions qu'ils peuvent mener de leur côté, sur les freins qu'ils peuvent avoir. Bref, nous, ça va être d'une grande utilité pour nos travaux, pour notre plaidoyer, y compris dans la temporalité de fin 2026, début 2027, où cette période est assez importante pour pouvoir porter des idées dans le paysage politique. Et donc, en tout cas, nous, on espère avoir le plus grand nombre de répondants, puisque plus on aura de répondants, plus le message que l'on pourra porter sera fort. Et il y en a déjà plus de 12 000, donc on espère en avoir encore plus d'ici début septembre. C'est déjà très bien, 12 000. Donc cette grande consultation, on y accède via le site internet du Shift Project, c'est ça ? Exactement. Donc si vous êtes ou si vous connaissez des infirmiers, des médecins, des pharmaciens, je vous invite à leur partager le lien du site du Shift. Eh bien, on profitera effectivement de la diffusion de cet épisode pour relayer. Merci beaucoup Baptiste pour cet éclairage sur les enjeux de décarbonation des dispositifs médicaux. On l'a évoqué au début, l'autre pan essentiel de la décarbonation des industries de la santé concerne les médicaments. Et donc on se retrouvera dans un prochain épisode pour tout comprendre sur ce sujet sans avoir besoin d'aspirine. Et d'ici là, n'hésitez pas à répondre ou à diffuser la grande consultation. Merci. Merci. Le podcast Time to Shift est réalisé par les Shifters, les bénévoles du Shift Project. Ce think tank, présidé par Jean-Marc Jancovici, a un objectif: faire progresser le débat et les actions pour une économie post-carbone. Un monde libéré des énergies fossiles et préservé du changement climatique. À très bientôt pour toujours plus de Shift.